C'est le sujet industriel qui monte de plus en plus depuis un an et demi maintenant au sein de l'industrie de la gestion d'actifs. Comment faire profiter au plus grand nombre des stratégies non cotées, autrement dit du private equity. On parle de la démocratisation du private equity avec l'un des pionniers du genre, le président du directoire d'123IM, Xavier Antonios, qui est à mes côtés en plateau. Xavier Antonios, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. La vague monte. Vous êtes un acteur, vous êtes un acteur historique du private equity, du non coté à destination des investisseurs particuliers depuis plus de 20 ans maintenant que vous développez des solutions dans ce sens, Xavier. La vague monte, c'est-à-dire que vous voyez l'ensemble des acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs se mettre en ordre de marche aujourd'hui pour adresser cette clientèle privée particulière avec des stratégies non cotées. Comment est-ce que vous voyez cette vague monter? Qui dit vague, dit aussi intensité concurrentielle pour une société comme la vôtre. Oui, tout à fait, merci. Beaucoup de questions en une et quand on peut retracer l'histoire du private equity des investisseurs privés ces 20 dernières années. Ce qu'il faut constater, c'est que sous l'effet de ces taux sans risque à zéro depuis quelques années et les rendements très faibles des autres classes d'actifs, est émergé le besoin pour les investisseurs privés d'aller chercher plus de rendement, donc encore plus que ce qu'on peut avoir sur des sujets très risqués comme le Nasdaq, la partie la plus risquée, en allant sur du capital investissement, du private equity, du capital risque ces dernières années. Et une volonté globale aussi des pouvoirs publics, notamment de l'État français, de financer les fleurons de l'industrie française, les sociétés technologiques et faire émerger des licornes en France, deux assureurs qui aient besoin aussi de sortir de leurs fonds en euros et redynamiser leurs unités de compte avec quelque chose qui parle aux clients, un désamour des investisseurs privés, parfois pour les classes d'actifs plus volatiles que sont les marchés financiers. Tout ça a fait que depuis 4-5 ans, effectivement, l'investisseur privé, les distributeurs, les assureurs vie, tout l'écosystème de la finance, entre guillemets, se sont intéressés à cette classe d'actifs. Voilà. Et quand on sent un marché qui grimpe, parallèlement, le marché institutionnel, les investisseurs institutionnels, avec parfois leur quote-part investie sur des marchés plus volatiles que le marché action, qui ont diminué, se sont retrouvés avec une quote-part de private equity trop forte dans leur portefeuille. Ouais. Parallèlement, ils sont sortis un petit peu, ils ont ralenti leur allocation des investisseurs. On rebalance. Ils rebalancent et ils s'exposent moins à private equity. Donc un marché du privé qui tend... qui se développe, un marché institutionnel qui ressort un peu, donc voilà, beaucoup de monde qui arrive, vous l'avez évoqué, des investisseurs historiques comme nous qui sommes depuis toujours 20 ans, on parlera un petit peu de comment on construit nos produits et quels sont nos axes de différenciation, mais c'est effectivement beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché avec des investisseurs privés, sur lesquels il va falloir pas simplement leur pousser des offres, mais vraiment avoir beaucoup de pédagogie, que ce soit les investisseurs ou les réseaux. C'est ma question, parce que évidemment, quand on voit une vague monter de la sorte, et vous l'avez très bien expliqué, les planètes se sont alignées ces dernières années, et donc il y a une vraie légitimité à démocratiser ces stratégies d'investissement non cotées auprès des investisseurs particuliers. Néanmoins, quand une vague monte, on imagine bien qu'il y aura forcément du bon et du moins bon dans les offres et dans les produits proposés. Xavier, de part de l'expérience que vous avez avec 123IM depuis plus de 20 ans, quelle est la ligne de conduite que vous vous fixez et comment on crée justement un niveau de confiance suffisant entre des investisseurs particuliers en France, généralement réputés pour être plutôt averses au risque, et une nouvelle classe d'actifs qui a des caractéristiques assez différentes. Je ne veux pas l'opposer avec le côté, mais on ne parle pas des mêmes horizons de temps, on ne parle pas des mêmes conditions de liquidité, et on ne parle pas évidemment des mêmes rendements à l'arrivée. Comment on crée cette confiance ? Effectivement, c'est assez vendre du private equity à des investisseurs privés, c'est extrêmement compliqué parce que par défaut, les caractéristiques du private equity ne sont pas adaptées aux investisseurs privés. Vous l'avez évoqué, déjà on parle d'appel de fonds, c'est-à-dire que l'investisseur qui prend un engagement d'investir 10, 20, 30, 50 000 euros, souvent va lui demander de décaisser l'argent sur 3 à 5 ans. Ce qui est très compliqué parce que ça nécessite chez l'investisseur privé ou chez son gérant une rigueur dans la gestion de sa trésorerie qu'il n'a pas. Versus un corporate ou un institutionnel. Ensuite, on est sur des niveaux de risque qui parfois sont mal pricés par l'investisseur, mal jugés par l'investisseur, sur des durées d'investissement qui sont longues. On ne fait pas de coûts en private equity, on sait quand on rentre, on peut organiser la sortie, mais ça peut être long. Et il faut que l'investisseur privé accepte d'être long et accepte qu'on puisse, son portefeuille soit décalé, même s'il existe aujourd'hui un certain nombre de solutions pour
offrir un peu plus de liquidité. Il n'y a pas de martingale, la liquidité, on la paye. Eh oui. Elle a un coût. Soit elle a un coût financier, soit elle a un coût en termes de typologie du produit, qui n'est plus vraiment un produit de private equity, mais qui est un Canada Dry de private equity, avec des déceptions qu'on pourra avoir au final. Donc, c'est extrêmement difficile. Et il ne faut pas faire l'erreur dans le private equity qu'on a pu faire sur d'autres classes d'actifs, de vendre de la performance pure. C'est ce qui me gêne un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là depuis 20 ans, on en a vu des nouveaux arrivants. Ils arrivent aussi vite, ils ressortent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et c'est pas grave, chaque fois qu'il y a une opportunité de marché, on voit beaucoup d'apprentis sorciers arriver. C'est l'effet mode, ça, forcément. C'est l'effet mode. Il ne faut pas communiquer sur une performance, c'est une erreur. Il faut communiquer sur une histoire. Le private equity, c'est avant tout des histoires d'hommes, d'entrepreneurs, de création de valeur et de ce qui va autour d'impact, de transition énergétique, de ESG. Voilà, il faut communiquer toutes les valeurs qui existent sur les valeurs cotées également, sur les sociétés cotées, mais sur lesquelles l'investisseur aujourd'hui s'identifie un peu moins parce que les sociétés sont beaucoup trop grosses ou sont assez éloignées. Il faut redonner de la proximité à l'investissement non coté. Et pour l'embarquer et pour être sûr qu'il viendra sur une deuxième génération de fonds, il faut absolument que l'investisseur y comprenne dans quoi il investit. Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur qu'on a fait sur d'autres classes d'actifs, je ne parle pas spécifiquement des marchés, mais on a encapsulé dans des espèces de fonds de black box complètes qui, quand tout va bien, on vend les performances dans le private equity à 15-20%. Ouais. Quand ça va mal, on est incapable de le justifier. On ne sait pas si ça vient parce qu'on avait un fonds qui était lui-même investi sur une stratégie américaine, etc. Et moi, voilà, je dis faites attention à ces offres que vous avez dans le private equity dont vous ne maîtrisez pas réellement le sous-jacent. Produit le plus simple possible? Le plus simple possible, non mais, c'est de la PME française, de la bonne vieille PME française, assise sur un actif tangible, sur des marchés sur lesquels la France n'est pas trop mauvaise, elle est légitime. Je vais bien évidemment parler un peu de ma boutique et la mettre un peu en avant. Bien sûr. On travaille depuis 20 ans sur les entrepreneurs français, sur les PME en particulier. Vous le savez, on a un tissu économique, une institut de PME très riche qui mérite d'être accompagné pour les faire grossir et en devenir des champions nationaux et demain des Européens. Il y a quelques thématiques d'avenir sans être technologique. Nous, on travaille depuis 10 ans sur 4 thématiques fortes, je l'évoquais. La santé, le bien vieillir, c'est un vrai sujet en France. Comment accompagner nos aînés et faire et peut-être réfléchir à des alternatives autres que le sujet des EHPAD qui a beaucoup fait parler de ces derniers temps. On a un sujet globalement constant de logement et on est mal logé, il n'y a pas assez de logements en France. Il faut essayer de financer cette construction et le permettre de la développer. Il y a le sujet du tourisme, on est très fort en tourisme. Bien sûr. On a beaucoup de touristes et on avait une offre qui était vieillissante, qui était mal adaptée. Là aussi, on le voit, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a la transition énergétique, le financement des énergies renouvelables. Voilà, ce sont des thématiques simples pour lesquelles l'investisseur privé comprend qu'il y a un besoin. Et cette compréhension de l'investissement, cette compréhension de ce que je recherche comme objectif et comme solution pour mon économie en investissant dans ces entreprises, c'est la clé de tout là. C'est la clé de tout. Il faut des secteurs porteurs, bien évidemment, des secteurs sur lesquels il y a la profondeur, mais des secteurs sur lesquels l'investisseur peut s'identifier, il peut comprendre ce qui arrivera forcément sur des périodes longues. Le private equity, c'est pas un gilet pare-balles, c'est fait comme d'autres marchés. Il y a une volatilité, elle est décorrélée, donc un peu en décalage par rapport notamment au marché financier. Mais à un moment, quand il y a des décrochages sur les marchés financiers, il y a un décrochage. Bien sûr. Quelques mois, peut-être années, peut-être pas, mais sur le marché du private equity. Donc, on prend des coûts aussi sur le private equity, donc il faut respecter des règles de diversification, de bons pères de famille aussi, aller sur des actifs tangibles et encore une fois aller sur des choses qu'on comprend, parce que quand ça ira mal, ça sera plus simple pour tout le monde d'accepter le fait qu'on ait peut-être une moins-value sur certaines thématiques. Il faut que ça reste intermédiaire? Ou est-ce qu'on peut imaginer de distribuer cette classe d'actifs en direct à des investisseurs particuliers? C'est toujours pareil. On est au début de la classe d'actifs. Elle va nécessiter énormément de pédagogie. Il faut déjà, ça passe, cette démocratisation, par de l'apprentissage des réseaux de distribution qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas tous. Aujourd'hui, on dit que le marché du private equity est en fort développement. Les offres. Les offres. Les offres se développent. Il y a
plus de promoteurs d'offres que de clients en face. Mais non, mais c'est le début. Non, mais c'est le début, mais c'est un petit peu un leurre. Ça commence auprès des clients. Moi, ce que j'appelle un client privé, c'est un client patrimonial. C'est quelqu'un qui a quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros. Là où on se trompe, c'est que le private equity est en forte croissance auprès des clients avertis, des high net worth, qui sont éduqués, qui sont de plus en plus riches, on le sait depuis ces dernières années, et qui allouent une quote-part de plus en plus importante de leur patrimoine au private equity. Néanmoins, sur les patrimoniaux, ceux qui nous intéressent, c'est là où il y a la réserve, ceux qui sont dans l'assurance vie, ça démarre. Et ça démarre, encore une fois, plus ou moins rapidement. C'est effectivement, à l'échelle de ces 20 dernières années, c'est rapide ce qui se passe depuis temps. Ça reste néanmoins, encore une fois, ça va prendre un peu de temps. À propos d'investisseurs qualifiés, donc l'opération qui a été annoncée la semaine dernière pour 1, 2, 3 UM, c'est l'opération d'ouverture du capital structurante. Vous ouvrez 25% du capital, je crois, c'est ça, Xavier Antonios, avec des family office notamment qui entrent pour vous accompagner. On a parlé du family office de la famille Dreyfus, mais il y a d'autres investisseurs professionnels, entrepreneurs qui participent à cette campagne et l'ouverture du capital. Comment vous avez choisi, entre guillemets, vos nouveaux actionnaires et est-ce que justement de voir des family office entrer à votre capital, est-ce que ça participe à l'idée de cette création de confiance pour des investisseurs particuliers vis-à-vis de cette classe d'actifs non cotés, private equity, pour qui les family office sont déjà une clientèle cible importante? Ce sont de grands investisseurs en private equity, notamment les deux lead investors qui nous accompagnent, donc que ce soit Céleste, vous l'avez évoqué, ou le family office Spice à Londres, accompagnés d'un tour de table un peu plus large d'entrepreneurs de la finance ou d'entrepreneurs de tout court comme Jean-Philippe Cartier bien sûr, l'hôtellerie, de l'hôtel, notamment de l'hôtellerie, puisqu'il a fait beaucoup de choses pour bien le connaître. Non, voilà, l'idée, c'est effectivement avoir la confiance de familles qui investissent leur propre argent. Parce que c'est toujours pareil, quand vous rentrez, quand vous avez un investisseur institutionnel qui rentre à votre capital, souvent c'est via des fonds qui n'appartiennent pas aux gérants, qui appartiennent à la gestion pour compte de tiers à d'autres. Là, c'est leur propre argent de familles qui sont des professionnels du private equity, qui sont reconnus en France et en Europe dans leur secteur. Et voilà, et ça donne une dimension, c'est des investisseurs qui sont long terme, qui accompagne le changement, mais pas de façon violente, pas qu'on peut l'avoir comme on peut l'avoir sur des fonds, hein, on sait de quoi on parle. Voilà, c'est un investisseur qui, effectivement, nous ressemble beaucoup parce que 1, 2, 3 IM, c'est une société entrepreneuriale qu'on a créée il y a 20 ans, qui est une société familiale. Voilà, donc se rapprocher de plus grosses familles, ça a du sens. C'est des structures qui vont nous ouvrir leur réseau à la fois de familles, hein, puisque c'est des familles qui investissent beaucoup entre eux, mais aussi leur deal flow, puisque c'est des structures qui, de par les montants qu'ils gèrent et leur exposition, voient beaucoup de dossiers sur la place, voient des dossiers qui sont un peu plus, enfin, qui sont plus confidentiels, qui sont plus confidentiels, qui sont plus internationaux aussi. C'est une chose qu'on a moins. Donc, une vraie complémentarité à la fois sur la partie active, trouver des dossiers, sur la partie passif, lever de l'argent et nous accompagner. En plus de faire la croissance externe, mais aussi sur cider des stratégies, amorcer des stratégies, puisque ce que l'on veut faire à terme, comme ce marché s'ouvre, c'est continuer à être ce que l'on est depuis quelques années, une plateforme d'opportunités d'investissement à destination d'investisseurs privés. Et il faut continuer à rajouter des lignes métiers, des verticales, des nouveaux secteurs d'activité, parce que, encore une fois, on ne fera plus le private equity comme on en faisait il y a 10 ans, en disant on a fait un fonds de fonds tous les 3 ans, et ça suffit pour mon allocation de private equity. Des actionnaires stratégiques, hein, donc, qui vont vous accompagner désormais. Bienveillants et stratégiques. Merci beaucoup, Xavier. Merci d'avoir été avec nous pour nous apporter cet éclairage d'actualité, hein, avec l'opération menée par 1, 2, 3 UM et cet éclairage sur la vague de démocratisation du private equity à destination des investisseurs privés et particuliers. Xavier Antonios, président du directoire d'1, 2, 3 UM, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.